Le 8 mars célèbre la journée internationale de la femme. À cette occasion, nous sommes partis en Franche-Comté sur les traces de femmes exceptionnelles, des femmes qui en d'autres temps ont su prendre leur destin en main. Destin de femme en Franche-Comté. Notre première étape, le couvent des Clarisses à Poligny, où nous rencontrerons sœur Claire-Élisabeth pour évoquer la volonté et le courage de Sainte Colette. Au château de Belvoir, Christian Jouffroy nous parlera de Béatrix de Cusance, la belle amoureuse. À Besançon, Jean-Louis Clade nous racontera l'histoire de Madame du Coudray. Femme de tête, elle est à l'origine des premières écoles de sages-femmes. Enfin, à Dole, Annie Guay nous rappellera qui fut Louise de Constant, une femme romantique, libre et talentueuse. Mais tout de suite, nous retrouvons Brigitte Rochelandais à Besançon. Depuis 20 ans, elle travaille sur l'histoire des femmes afin que personne n'oublie le combat qu'elles ont dû mener et qu'elles mènent encore pour vivre libres et respectées. Brigitte, la journée de la femme n'a rien à voir avec la fête des mères. Ah oui, ce n'est pas une journée où l'on va fêter la femme, où l'on va commémorer la femme. C'est une journée où des hommes et des femmes vont se réunir dans le monde entier pour travailler sur le droit des femmes, évaluer où en est le droit des femmes, s'il est bafoué ou il est bafoué dans certains pays. De quand date cette journée des femmes? Alors cette journée des femmes, elle s'est mise en place dans les années 1910, dans les pays du Nord, où des femmes féministes ont réfléchi et ont voulu mettre donc sur pied cette journée pour réfléchir. Et ensuite, elle a essaimé dans toute l'Europe et en France, elle est présente depuis les années 1980, donc essentiellement. Une centaine d'années. Une centaine d'années pour aboutir à une véritable journée internationale des femmes. Mais venez Valérie, je vais vous montrer une femme qui a pris son destin en main il y a très longtemps et que personne ne connaît. Brigitte, nous sommes dans l'église de la Madeleine. Oui, dans l'église de la Madeleine, une des plus anciennes paroisses de Besançon qui abrite un objet particulier et très étrange, orné d'une très très belle figure féminine. La mystérieuse femme dont vous voulez me parler. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un bénitier qui date de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle et qui est donc orné avec des grappes de fruits, de végétaux et surtout qui présente une très très belle représentation féminine qui pose problème donc aux puristes. Pourquoi? Au premier regard, on pourrait croire que c'est le serpent de la tentation. Dans la Bible, donc, on apprend que Ève a été séduite par le serpent pour croquer le fruit de la connaissance. Or, pour les puristes, quand on lit bien la Genèse, Genèse 1, Genèse 2, on s'aperçoit qu'il y a une certaine incompatibilité entre la Genèse 1 et la Genèse 2. C'est-à-dire que dans la Genèse 1, on apprend que le premier homme et la première femme ont été créés de la même terre avec le souffle divin de Dieu, sans les nommer. La Genèse ne nomme pas le premier homme et la première femme. Or, dans la Genèse 2, on apprend que la femme, la compagne du premier homme, serait née de la côte d'Adam. Donc lorsque l'on compare ces deux textes, ça nous pose problème. Évidemment. Et on réfléchit, ce sont surtout les textes mystiques, de la mystique juive, qui nous apprend qu'en fait cette femme pourrait être Lilith. Lilith. La première femme donc de la création Avant s'appellerait Lilith. Ève. Alors Lilith, avant Ève, Lilith ça signifie démon femelle, ça signifie démon noir ou esprit du vent. J'aime beaucoup cette dénomination parce que ça nous apprend que c'est une femme libre, le vent, elle est comme le vent. Donc il y a une très belle histoire qui raconte la rencontre avec d'Adam et Lilith. Lilith est une femme qui se sent égale d'Adam et lorsque Adam, à un moment donné dans le paradis terrestre, lui demande donc d'avoir une relation charnelle avec lui, il lui impose une certaine position, la position du missionnaire, c'est-à-dire que Lilith doit être en dessous et Adam doit se mettre dessus. Mais Lilith, qui est une femme rebelle et qui a son franc-parler, lui dit non, je suis ton égale, je ne vois pas pourquoi je serais en dessous pendant l'acte d'amour. Donc elle va se révolter contre Adam, elle va prononcer le nom magique de Dieu et s'envoler très loin et laisser Adam tout seul. Donc Dieu
va créer une seconde femme pour aider Adam, qui sera Ève. Donc Lilith, elle pose problème parce que c'est une femme rebelle, c'est une femme qui a pris son destin en main, c'est-à-dire qu'elle a décidé de dire non à Adam pour sa vie, et donc elle va vraiment poser problème aux chrétiens, je dirais. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, finalement. C'est pour ça qu'on en parle très peu, parce qu'ensuite, Ève a une telle place dans la Bible. C'est Ève qui a initié la connaissance, c'est Ève qui fait tomber l'humanité donc, dans le péché. Donc on a plutôt mis l'intérêt sur Ève par rapport à Lilith. Non, mais pourtant, Lilith, elle est représentée oui, ici. Oui, là, elle est représentée, c'est vrai, parce que l'Église ne peut pas empêcher certaines représentations. Lilith, elle est aussi représentée à Notre-Dame de Paris, qui est l'une des plus grandes églises de France. Elle est représentée aussi dans des ouvrages du XVIe et XVIIe siècle où elle est toujours représentée, donc sous cette forme très, très sensuelle. Je trouve que c'est vraiment une très belle représentation de la féminité. Et Lilith, elle porte aussi une réputation sulfureuse, puisque c'est l'amante. Elle ne veut pas d'enfant, elle est castratrice, elle a décidé de vivre comme elle voulait. Et donc c'est pour ça qu'en fait on en parle très très peu, parce qu'elle pose problème. C'est une femme aussi qui est prise comme modèle par les féministes. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très mystérieux et de très beau. Son message est un très beau message de liberté. Il est un monastère à Poligny qui s'appuie sur le rocher, un couvent serein qui abrite des jardins, une chapelle et les reliques d'une sainte. Ce couvent vieux de 6 siècles a subi les incendies, la Révolution, et pourtant, il n'a jamais quitté le cœur des Clarisses, un ordre fondé par Claire d'Assise au XIIIe siècle. Aujourd'hui, sœur Claire Élisabeth nous y accueille. Alors voilà, nous entrons dans le réfectoire du monastère. Depuis 1415, il est là. 1415, c'est la date de la fondation de notre communauté par Sainte Colette. Alors justement, nous sommes ici pour parler de Sainte Colette. Et Sainte Colette, j'ai envie de dire que c'est une femme qui sait depuis sa plus tendre enfance ce qu'elle veut. Oui, je crois que c'est ce qui marque vraiment un des traits de son caractère, c'est sa volonté. Sa volonté de servir Dieu d'abord, non pas une volonté raide, elle veut servir Dieu et elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut. On raconte que toute jeune, elle prie énormément, à 4, 5, 6 ans déjà. Oui, sa maman, ses parents qui étaient très pieux lui avaient appris à prier. Et elle, il lui avait interdit d'aller à la prière des moines. Elle, à 4 heures du matin, elle avait 5 ans, elle est partie pour écouter les moines prier dans la nuit. Et là, elle a reçu cet appel de Dieu de le servir dans la prière. Et donc, à 17 ans, elle est orpheline, elle veut entrer dans un monastère, mais elle ne trouve nulle part une vie qui lui convienne, parce que l'Église était en décadence et la vie religieuse, en fait, ne répondait pas à son désir d'exigence pour servir Dieu. Tout était un peu trop laxiste, peut-être, oui, à son goût. C'est ça. Ça n'allait pas. Il y avait, par exemple, dans ce réfectoire, enfin, ça n'existait pas, mais il y avait dans ce réfectoire une sœur qui était d'une famille riche et qui pouvait manger des plats raffinés, et une sœur qui était d'une famille pauvre et puis qui se contentait de 3 pommes de terre. Quoi. Rien à voir avec la volonté de Colette. Alors, elle va faire 4 lieux différents, et n'en être jamais satisfaite. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Elle va entrer en reclusage. Donc, le reclusage était une vocation très reconnue à l'époque. Dans ce reclusage, elle y est à 24 ans, et elle va entendre l'appel de Dieu à réformer l'ordre de Madame Sainte-Claire et de Monsieur Saint-François. Donc, c'est une femme qui, à 24 ans, demande d'être relevée d'un vœu, ce qui n'est pas habituel. Déjà. Oui. Qui va partir de Corbie pour descendre à Nice, aller voir un pape qui n'a pas envie de la voir, parce qu'il n'avait pas du tout envie de démarrer une réforme, il était bien dans la vie. Ce pape n'était pas le seul dans l'Église, puisque nous sommes au Grand Schisme d'Occident, il y en a 3. Oui. Alors Colette ne se laisse pas troubler, c'est la volonté de Dieu, elle y va. Et elle traverse la France, et elle va demander au pape le pouvoir de réformer l'ordre de Madame Sainte-Claire, une femme qui reçoit d'un homme un pouvoir au Moyen-Âge. C'est assez exceptionnel. Et va-t-elle l'obtenir, justement ? Alors, le pape ne veut pas l'entendre, et puis au bout de 2-3 jours, des conseillers lui disent que cette femme a quelque chose à dire, et a quelque chose à apporter à l'Église de ce temps. Et alors, il va la recevoir, et il va la nommer abbesse et réformatrice de l'ordre de Madame Sainte-Claire.
Elle a 24 ans, c'est exceptionnel, ça ne s'est jamais vu. Elle n'a pas fait de formation religieuse, elle n'a jamais été clarisse et elle est nommée immédiatement abbesse. Et alors, il lui donne la règle. Exceptionnel. Ah oui, c'est tout à fait exceptionnel. Mais Colette est marquée vraiment par un destin complètement exceptionnel. Seigneur Dieu de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais mes chemins, roi des nations. Donc, et voilà que Benoît XIII donne à Sainte Colette la mission de réformer l'ordre franciscain. Et c'est à ce moment-là que commence un long périple pour Colette. Oui, un long périple, 30 ans. 30 ans sur les routes dans un chariot cahotant, à travers des routes très dangereuses, hein, puisque la guerre de 100 ans était là. Il y avait des périls très graves, elle le dit elle-même, elle a risqué la mort plusieurs fois. Et pendant 30 ans, elle va fonder et réformer 17 monastères, ce qui fait à peu près un monastère tous les 2-3 ans, ce qui est beaucoup. Que reste-t-il de Colette aujourd'hui ? Je crois que si je donne un témoignage personnel, je pense que c'est l'élan. C'est l'élan de l'amour qui reste. Parce que ce qu'elle a fait, il n'y a plus de raison d'être depuis le Concile Vatican II, qui est lui-même revenu aux sources. Ce qu'elle a fait en son temps, 600 ans avant. Mais je crois qu'elle a donné cet élan que, en tout cas ici, dans cette communauté qui a été fondée par elle, nous ressentons encore aujourd'hui, 600 ans après, comme une source. Et c'est ici qu'on trouve ces reliques. Voilà, et que c'est un lieu de pèlerinage, tous les 6 mars. C'est le lieu de pèlerinage de la fête de Sainte-Colette. Spinning, laughing, dancing to her favorite song. A little girl with nothing wrong is all alone. Construit au XIIe et XIIIe siècle, le château de Belvoir menace de s'écrouler. En 1956, le peintre Pierre Jouffroy le rachète, le restaure et sauve ainsi l'un des derniers châteaux datant de cette époque en Franche-Comté. Son fils, Christian Jouffroy, poursuit aujourd'hui ce travail de mémoire. En sauvant ces murs, ils ont aussi sauvé l'histoire d'une femme exceptionnelle, celle de Béatrix de Cusance. Béatrix de Cusance est née ici, au château de Belvoir. Qui était-elle, cette femme ? Alors effectivement, elle est née ici en 1614. Elle est la fille du baron de Belvoir, Claude-François de Cusance. Et sa mère est une riche héritière flamande, très fortunée, comme à l'équivalent de son père. Donc elle est bien issue d'une belle famille. D'une belle famille. Elle est bien éduquée par sa mère et par sa grand-mère de Vergy à Besançon. Et on l'envoie également à la cour de Bruxelles, à la cour de l'Infante, où elle va se cultiver pour énormément. parachever son éducation. Elle rencontre autour de 17-18 ans le duc de Lorraine à Besançon, mais c'est quelqu'un qui a une réputation. Si lui est précédé d'une réputation, elle a sa réputation d'être une des plus belles femmes de son temps. Oui, même le pape Alexandre VII, à l'époque, dit d'elle qu'elle a un visage digne d'un empire. Alors là, on peut voir son portrait ici. Nous l'avons là. Dans les descriptions de l'époque, elle a les yeux bleus, ce qui n'est pas le cas. Elle a des cheveux châtain clair. Elle a une belle prestance. Elle a un léger embonpoint qui sied aux personnes de sa condition. Elle est grande. Elle est cultivée autant en littérature qu'en musique, puisqu'elle est claveciniste. Et puis... il faut quand même, sa mère s'en occupe, il faut lui trouver un mari. Donc on lui trouve un mari, comme ça se faisait à l'époque, ce qui sied aussi aux gens de cette condition-là. Et on va la marier à Léopold Eugène d'Oiselay, qui est l'héritier de la famille de Granvelle. C'est le grand gruyère de Bourgogne, il est prince de Cantecroix, il a publié d'un certain nombre de titres, mais il est aussi très fortuné. Elle va vivre d'ailleurs on assemble deux fortunes. Au Palais Granvelle à Besançon. Elle va vivre au Palais Granvelle à Besançon. Elle est mariée, mais elle a quand même... un gros problème. Le cœur est ailleurs. Voilà, elle est amoureuse, cette femme-là, et pas de son mari. Voilà, tout à fait. Finalement, Béatrix de Cusance est une franc-comtoise de tête. À la mort de son mari, elle a 23 ans, elle est encore jeune, donc oui. Elle va reprendre son destin en main. Oui, elle rencontre à nouveau, elle a jamais vraiment perdu de vue Charles IV de Lorraine, qui lui demande de l'épouser. Bon, mais Charles IV de Lorraine est déjà marié à la duchesse Nicole, oui. Donc il s'arrange avec des religieux byzantins pour faire soi-disant annuler son mariage à Rome, mariage qui ne sera jamais annulé.
Et ça, Béatrice le sait. Elle va donc se battre jusqu'à sa mort pour que ce mariage soit reconnu par l'Église. Oui, parce qu'au début, il ne l'est pas tout à fait. Donc elle se bat contre sa famille, contre la vie de ses amis, contre tous. Elle se met en dehors. Voilà. Elle est très mal vue, non? Elle est très mal vue. Ça ne dure pas trop longtemps, mais bon, c'est difficile dans la noblesse d'avoir un comportement qui est aussi tranché. C'est-à-dire qu'elle refuse toute son éducation, finalement. Toute son éducation, toute sa morale. C'est ça qui fait d'elle une femme si exceptionnelle? Oui, c'est d'avoir tenu le choc pendant quand même près de 30 ans. Et tout ça par amour? Par amour, totalement par amour. Ils vont vivre ici 8 ans. Ils auront un enfant, malheureusement, qui va mourir. Mais ça va être les 8 belles années, les années amoureuses. Et ensuite, la guerre aidant, puisque ici c'est pendant la guerre de 30 ans, la guerre aidant, la guerre va se développer ailleurs, et Charles IV va partir, elle va le suivre quand même, puisque leur fille naîtra à Trèves. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme empreinte ici, au château de Belvoir? Elle a laissé quand même pas mal de choses. C'est la dernière baronne à avoir habité ici. Et c'est le cas de beaucoup de châteaux franc-comtois, les châteaux féodaux. Et à partir de la fin de la guerre de 30 ans, ils partent habiter ailleurs, souvent à Paris d'ailleurs. Et donc le château, pendant 3 siècles, ne sera pas vraiment habité par son propriétaire. Mais ce qu'elle laisse de plus tendre, je dirais, c'est son cœur qui est dans la chapelle. Son vrai cœur. Son vrai cœur. Spinning, laughing, dancing to her favorite song. A little girl with nothing wrong is all alone. Eyes wide open, always hoping for the sun. And she'll sing a song. Naître et mettre au monde. Au XVIIIe siècle, ces moments n'ont rien de magique tant ils sont périlleux pour l'enfant comme pour la femme. La vie, mais parfois la mort, sont au bout de l'effort. L'accouchement reste une histoire de chance ou de malchance, auréolée de mystère ou parsemée de volonté de Dieu. En passant par Besançon en 1772, une femme va révolutionner un monde de connaissances jusqu'alors réservé aux hommes. Jean-Louis Clade, vous êtes docteur en histoire sociale et dans l'un de vos ouvrages, vous avez parlé des matrones du XVIe et XVIIe siècle. Alors, qui étaient-elles, ces femmes? Eh bien, ce sont les ancêtres des sages-femmes. Alors, elles étaient choisies par l'Assemblée des habitants. Le curé donnait son assentiment et le critère de choix était essentiellement la bonne réputation, les bonnes mœurs. Et pas leur connaissance médicale, elles n'en n'avaient avaient aucune pas. connaissance médicale, elles ne savaient d'abord ni lire ni écrire. Et puis, elles étaient formées par une sage-femme plus ancienne au village. Il y avait une sorte de succession à roulement. Et à cette époque, il y avait tout de même de nombreux décès, parce que ces sages-femmes, agissant empiriquement, pouvaient provoquer donc, le décès des enfants, alors qu'il n'y avait pas forcément de problème. En général, 9 accouchements sur 10 se passaient bien. Mais elles pouvaient provoquer donc des incidents par manque de connaissances. Et à cette époque-là, le pouvoir royal prend conscience, d'une part, du bien-être de ces sujets, et puis de l'importance du développement de la population pour la richesse du pays. Par conséquent, l'idée est de créer des écoles de sages-femmes, de former les matrones pour leur permettre de devenir sages-femmes. Et c'est là qu'intervient Madame Ducoudray. Et c'est là qu'intervient Madame Ducoudray, maîtresse sage-femme du roi, une femme exceptionnelle, une femme de caractère, autoritaire, qui a fait ses études à l'Hôtel-Dieu à Paris et qui va engager une tournée à travers toute la France, à travers toutes les villes de France, pour former les matrones. Et elle va passer par Besançon, alors justement. Elle passe à quelle Besançon époque? En 1772. Donc elle arrive à Besançon en août 1772, elle y restera jusqu'au mois d'octobre. Elle va former une 60aine de matrones. Et puis, pour étayer son cours théorique, eh bien, elle va utiliser un mannequin la fameuse machine de Madame Ducoudray. La machine de Madame Ducoudray, avec laquelle elle peut à la fois expliquer l'accouchement normal, mais aussi les accouchements difficiles. Mais en plus, elle va ajouter également des conseils pour que les sages-femmes se montrent plus patientes, une meilleure maîtrise du geste, qu'elles puissent rassurer la mère. Ça, c'est un début de psychologie dans l'art de l'accouchement. C'est un début de psychologie dans l'art de l'accouchement. Mais Madame Ducoudray ne s'arrête pas là parce qu'elle se rend bien compte qu'après son départ, tout va s'arrêter. Donc il faut créer une école de sages-femmes, c'est-à-dire trouver des chirurgiens qui acceptent de prendre le relais. Alors, après avoir formé les matrones, elle va former des chirurgiens. Mais alors ça, à l'époque, pour une femme, c'est très difficile, parce que les hommes n'aiment pas ça, se faire enseigner par une femme, non? Oui, alors justement, ça ne sera pas évident. Certains chirurgiens refuseront d'assister aux cours, mais d'autres viendront, supporteront les cours de Madame Ducoudray
et puis prendront la relève, notamment à Besançon, Anatole François Nédé, qui deviendra donc chirurgien accoucheur. Mais vous remarquerez la bascule. Madame Ducoudray veut former les matrones pour en faire des sages-femmes, pour les rendre plus efficaces, et au final, ce sont les hommes qui s'emparent du savoir. Ce sont les hommes qui s'emparent du savoir et qui formeront les sages-femmes. Mais en fait, Madame Ducoudray reste quand même exceptionnelle. Madame Ducoudray reste exceptionnelle. Elle a parcouru toute la France. Tout à fait. Et sa machine existe encore aujourd'hui. Simplement, les matériaux qui ont servi à la fabrique au XVIIIe siècle ont disparu, remplacés par la matière plastique, par l'électronique. Mais à l'école de sage-femme de Besançon, vous avez toujours un mannequin qui permet de faire des démonstrations. Fragile as a leaf in autumn, just falling to the ground without a sound. Spinning, laughing, dancing to a favorite song. La Franche-Comté n'échappe pas au romantisme. Le courant artistique se développe considérablement au XIXe pour devenir l'un des plus influents du siècle. Des précurseurs comme Rousseau, Chateaubriand, des femmes comme Madame de Staël, des géants comme Hugo, Lamartine, nous laisseront les plus belles pages de littérature. Mais d'autres, moins connus, ont aussi vécu le romantisme comme un exutoire, une chance, un rêve. Nous sommes ici à la médiathèque de Dole pour retrouver Annie Gay. Annie Gay est historienne, elle est écrivain et elle s'est passionnée pour la vie d'une franc-comtoise, Louise II Constant. Bonjour Annie. Alors vous allez nous dire pourquoi la vie de cette femme vous a tant plu, vous a passionné. Parce que Louise, c'est une femme de lettres qui a un destin particulier. Elle est une pionnière de la littérature féminine romantique, non pas qu'elle fût la première femme de lettres. Elle écrit un peu dans la mouvance de Madame de Staël ou de George Sand, mais elle n'est pas du tout issue, disons, de cette bourgeoisie ou même de cette aristocratie, si vous voulez, des lettres. Elle n'a pas eu ces facilités-là. Ces facilités-là, elle n'appartient pas à un salon. Elle est une femme, une villageoise très obscure, du petit village de Brevant, à côté de Dole, où elle a eu des conditions de vie très difficiles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui est arrivé au début ? Comment commence sa vie ? Voilà, vous savez quand même que Louise Constant, c'est la demi-sœur du grand Benjamin Constant, l'amant de Madame de Staël. Or, ce Benjamin Constant la traitait comme une bâtarde, parce que le père de Benjamin avait eu Louise de Marianne, donc la mère de Louise, qui était en fait une mère domestique. Il l'avait pris au couvent alors qu'elle avait 9 ans et lui 36 ans. Donc un mariage complètement inconvenant, et la postérité de Brevant, eh bien, Benjamin Constant la considérait comme une postérité bâtarde. Louise était une bâtarde. Alors comment va-t-elle faire pour s'en sortir, pour sortir de cette image-là ? Et de cette image-là, donc Benjamin Constant, il vient souvent donc, à Brevant. À Brevant, il passe pour se rendre vers Madame de Staël, qui est à Coppet. Et là, à Brevant se déplace, disons, tout le monde littéraire, tous les lettrés, tous les notables lettrés daulois. Et en particulier, il y a Charles Nodier qui est à Dole à ce moment-là, dans les années 1808. Et Louise a la chance, disons, d'assister à ce cénacle romantique. Charles Nodier est un des pères du romantisme, et donc elle baigne dans ce monde des lettres, et elle a envie d'exister par la littérature. Ça la fait rêver, et elle a surtout envie d'exister aux yeux de son frère, de se faire reconnaître. Comment va-t-elle s'y prendre ? Elle va décider d'écrire comme ça, subitement ? Oui, elle va. En fait, la littérature va être un petit peu son rêve. Elle va se défouler en littérature. Et donc, son premier roman, Alphonse et Mathilde, va donc raconter des amours, des passions. Et là, vraiment, Benjamin va sentir l'inspiration romantique et il l'aidera à la publier. Comme son autre roman, Pascaline. Il va trouver qu'elle a du talent, qu'elle écrit bien. Et du talent. Et là, eh bien, disons, elle va enfin être reconnue par ce grand frère. Alors, ce qui fait d'elle aussi une femme exceptionnelle, c'est l'attitude qu'elle a eue dans sa vie personnelle également. Oui, dans sa vie personnelle. Bon, elle a été mariée. C'est pas. Vous savez, on dit souvent que l'amour vient avec le temps. Ça aurait pu lui arriver à cette époque-là, parce qu'à cette époque, les femmes qui faisaient un beau mariage, elles avaient des dots. Or, elle n'a pas de dot, donc on lui trouve un mari, le chevalier d'Estournel, qui est un militaire de garnison, qui la trompe, qui joue au jeu, qui a des dettes, enfin, et donc elle ne le supporte pas. Et elle le quitte. Et elle vit donc hors mariage, à une époque où le divorce était interdit. Et donc, malgré tout, elle s'en va avec son fils et elle ne vit plus du tout avec son mari. Moi, c'est la raison pour laquelle sa vie m'a interpellée et m'a passionnée, parce que c'est la vie d'une femme courage, à contre-courant, dans une société masculine de l'époque. Voilà. Et pour cela, vous avez rédigé un ouvrage sur sa vie.
vie, Louise de Constant, femme au XIXe siècle. Merci beaucoup, Annie. Si vous êtes passionnée, vous aussi, pour la vie de ces francs-comtoises, vous pouvez retrouver tous les ouvrages de nos interlocuteurs. Les références sont, comme d'habitude, sur notre site france3.fr. À très bientôt pour une prochaine fugue.